Avec des analogies faites à partir de la série Black Mirror ou des œuvres dystopiques de George Orwell et Aldous Huxley, le système de crédit social chinois fait régulièrement la une des journaux, et pour cause, de nombreux spécialistes estiment que ce système pourrait faire de la Chine le premier régime totalitaire numérique. Vous avez conduit en état d'ivresse? Votre note est tombée au niveau B? Dommage. Vous ne pouvez plus être membre du parti ou représentant de votre quartier. Vous ne pourrez plus être parmi les meilleurs. Le crédit social est votre passeport dans la société, votre note est votre deuxième carte d'identité. Le système de crédit social est né en 2014 à l'initiative de ce monsieur, dont je vous écris le nom juste ici, et du Conseil des affaires d'État chinois, c'est-à-dire le gouvernement. Il naît dans un contexte général de crise de confiance dans la société chinoise et d'un affaiblissement des structures de contrôle social traditionnelles avec l'impossibilité matérielle pour l'État de faire appliquer ses lois de manière complètement coercitive. Le système de crédit social vise en fait avant tout les mauvais payeurs, les laolai. Il s'agit d'abord de vérifier la solvabilité des citoyens et des entreprises à l'initiative de la Banque populaire de Chine. Mais le système s'étend rapidement avec un pan privé et un pan public et entend renforcer les valeurs morales socialistes par l'éducation et la culture. Dans les faits, cela va occasionner beaucoup de dérives politiques. Depuis 2013, le président Xi Jinping multiplie les coups de force. Il mène une lutte anticorruption qui lui permet d'éliminer nombre de ses opposants politiques. Sa pensée est devenue constitutionnelle en 2018 et son mandat a récemment été commué en présidence à vie. Et ce système de crédit social s'inscrit plus ou moins dans la même dynamique. Pour la sinologue Chloé Froissart, la Chine ne reconnaît pas le principe d'égalité des citoyens. Les individus ont l'obligation de se conformer aux attentes de l'État sur ce que signifie être un bon citoyen. Sinon, ils sont rétrogradés dans la citoyenneté. Cette mise en conformité sociale et politique des citoyens réalise le fantasme de tout régime totalitaire, d'un contrôle presque total. Bref, un totalitarisme 2.0. De 2014 à 2020, le système est encore à l'essai. Il est expérimenté par une quarantaine de gouvernements locaux avec des particularités selon les provinces et les municipalités. Mais ce système contrôlocratique suit globalement le même schéma avec un modèle de citoyenneté à points. En bref, les autorités accordent aux citoyens ou à l'entreprise un capital de points qui augmente ou diminue en fonction du comportement ou des valeurs morales supposées. Je ne peux détailler ici, mais cette forme de pouvoir biopolitique est en fait à la croisée des écoles ancestrales chinoises, du confucianisme et du légisme. Et on retrouve d'ailleurs ces exigences morales expliquées dans des fables et des contes sur le site officiel du système Credit China. Pour que ce soit plus concret, on va prendre l'exemple d'une ville, c'est la ville de Changsha, capitale de la province du Hunan. Chaque citoyen commence avec 800 points. Pour gagner des points, il peut par exemple faire du bénévolat pour la Ligue de la jeunesse communiste, gagner un prix scientifique, donner son sang, ou encore fournir des indications à la police. En revanche, il peut en perdre très facilement s'il traverse en dehors des passages pour piétons, s'il mange dans le métro, s'il rompt la discipline du parti communiste, ou encore s'il abuse du système de pétition. Et les personnes mal notées auront par exemple des restrictions importantes en termes d'emploi public et ne pourront pas inscrire leurs enfants dans des écoles privées. Mais pour les personnes jugées gravement malhonnêtes, c'est encore pire. Elles sont mises sur une liste noire nationale rendue publique et auront l'interdiction de prendre le TGV, l'avion ou même d'effectuer des transactions immobilières. Et récemment, plus de 17,5 millions de Chinois ont reçu l'interdiction de prendre l'avion. Car l'objectif des autorités est, je cite, de faire en sorte que les gens honnêtes soient récompensés à chaque action et que les malhonnêtes ne puissent pas bouger d'un pouce. Les autorités cherchent également à humilier les personnes placées sur liste noire en affichant leur visage sur d'immenses panneaux publicitaires, mais également en leur assignant une sonnerie de téléphone spécifique. Or, en s'appuyant sur le privé et les données personnelles qu'il acquiert, on se rend compte que le gouvernement chinois peut pénétrer très aisément dans l'intimité la plus profonde de ses ressortissants. Le chercheur français Laurent Alexandre en vient d'ailleurs à croire à une collusion entre le Parti communiste chinois et les géants de l'intelligence artificielle pour opérer le contrôle social de la population. Il faut cependant apporter une nuance. De nombreuses vidéos laissent penser à une surveillance instantanée réalisée automatiquement par des caméras à reconnaissance faciale comme ce serait le cas dans Black Mirror ou les télécrans du livre 1984 de George Orwell. En l'occurrence, cette image est un petit peu fantasmée. Si les autorités chinoises ont justement recours à ces notions de morale et d'autodiscipline, c'est justement parce qu'il ne faut pas surestimer leur capacité coercitive. Dans les faits, de 2014 à 2020, le système de crédit social n'est pas instantané. Seules de rares données, comme une note personnelle de l'individu, sont remontées de l'échelon local à l'échelon national et ce de manière mensuelle, à l'exception des personnes placées sur liste noire. Pour autant, il est parfaitement clair que l'intelligence artificielle et les mécanismes de surveillance se développent de manière exponentielle en Chine, qui est équipée de plus de 170 millions de caméras de surveillance, effectivement dotées de technologies de reconnaissance faciale pour certaines d'entre elles. Mais les autorités peuvent également s'appuyer sur les réseaux sociaux internes du pays, comme Weibo ou WeChat, mais également sur les BATX, les géants numériques chinois, pour contrôler les quelques 800 millions d'internautes du pays, dans un système où presque tout
comme les paiements se déroulent en fait sur le net. Et dans les faits, l'État chinois ne s'en prive pas, puisque ce sont ces mêmes données qui ont permis aux autorités chinoises d'arrêter plusieurs milliers de Ouïghours il y a de ça quelques mois. Il y a donc une dérive claire du Big Data vers le Big Brother. Mais alors, quel lien avec le système de crédit social? Eh bien, il faut savoir qu'il y a un système de crédit social qui s'est très largement développé chez les acteurs privés, notamment bancaires, avec un système de notes de fidélité octroyant des avantages, notamment financiers, aux personnes les mieux notées, c'est-à-dire ceux qui ont un salaire relativement élevé et qui ont l'habitude de rembourser à temps leur emprunt. Un véritable marché du crédit social a vu le jour avec notamment des applications, des indicateurs, comme Crédit Sésame qui compte plus de 500 millions d'utilisateurs. Rien en fait de très différent avec l'Occident, d'autant que ce système est en fait plutôt plébiscité par les Chinois. Mais alors, quel est le problème? Nous parlions tout à l'heure d'une distinction entre les pans privés et publics. Eh bien en pratique, cette distinction est très poreuse. Les autorités s'appuient sur ces groupes privés avec qui ils ont conclu des partenariats comme Tencent ou encore Alibaba pour associer à un comportement public une sanction ou les récompenses privées. Schématiquement, vous avez un bon comportement, vous bénéficiez de taux d'intérêt réduits. Ces documents sont également appelés Memorandums of Understanding et celui établi par la Cour populaire de Chine à destination de ses partenaires compte pas loin de 32 types de punitions à destination des personnes faisant l'objet de mesures pour comportement malhonnête. Là où c'est problématique, c'est que si effectivement bon nombre de ces incitations ont des vertus sociales appréciées des Chinois, certaines sont politiquement très orientées. Elles visent à faire intérioriser de manière inconsciente, douce, des normes qui renforcent le contrôle social du parti. Et il est vrai que les despotismes les plus efficaces sont parfois ceux qui ne le laissent pas transparaître. Vous n'avez pas peur d'avoir créé un monstre? Non, je ne le vois pas comme ça. D'abord, il faut la paix et la stabilité. Que chacun vive bien. Et après seulement, on réfléchira aux droits de l'homme. Vous comprenez? Je pense qu'on a mis en place une bonne méthode technologique. Et j'espère vraiment qu'on arrivera à l'exporter dans un pays capitaliste. Je trouve que la France devrait vite adopter notre système de crédit social pour régler ces mouvements sociaux. Si vous aviez eu le système de crédit social, il n'y aurait jamais eu les gilets jaunes. On aurait détecté ça avant qu'ils agissent. Sur le plan politique, à minima, on gagne des points lorsque l'on fait preuve d'orthodoxie à l'égard de la pensée devenue constitutionnelle du président Xi Jinping, et l'on en perd lorsque l'on discute sur les réseaux sociaux avec des opposants ou des étrangers ou que l'on propage de fausses rumeurs. Mais qu'est-ce que de fausses rumeurs dans un État dont les autorités ont elles-mêmes pris l'habitude de trafiquer les chiffres depuis l'ère maoïste? Eh bien, pour He Jie, un dissident chinois qui a reçu le prix Sakharov de l'UE en 2016, après avoir passé près de 3 ans et demi en prison, le but final du crédit social, c'est que les Chinois intègrent ces règles et qu'ils deviennent, sans en avoir conscience, les petits soldats que le parti aimerait qu'ils soient. Sans pour autant surestimer les capacités coercitives des autorités chinoises, nous pouvons décemment craindre que la Chine ne devienne à terme le premier régime totalitaire numérique.